Je vais vous parler aujourd'hui des prémices de la reconquête de la France par Bertrand du Guesclin et le régent futur roi Charles V. On va commencer par les prises de Mantes et de Melun. Les rapports entre la France, l'Angleterre, la Bretagne et la Navarre sont toujours aussi ambigus pendant l'hiver 1363-1364. Par tous les traités de Bretigny, de Melun, de la Lande d'Evran en cours, la paix est toute relative. Chacun attend l'erreur de l'autre pour reprendre la guerre. Il y en a un qui intrigue particulièrement pendant cette trêve. Charles le Mauvais, roi de Navarre. Il veut toujours faire payer ses humiliations au roi de France. Charles de Navarre a un puissant voisin et allié, le prince noir. Celui-ci ne peut pas se déclarer ouvertement à faire la guerre aux Français car le traité de paix de Bretigny l'empêche. Mais il peut venir en aide aux Navarrais, ce qu'il fait d'ailleurs. La Normandie est en proie au ravage des Anglo-Navarrais et aux prises des places fortes. Charles le Régent n'a plus que jamais besoin de Bertrand du Guesclin. Février 1364, il reprend avec son cousin Olivier de Mauny les châteaux aux Navarrais. Et pourtant, il en fallut de peu pour que le siège de Rollebloise au sud de Mantes avortât. En effet, les soldats ne sont pas payés. Les caisses de l'État sont vides. Du Guesclin dit au régent: « Sire, il faut payer les soldes, sinon je ne pourrai retenir plus longtemps mes hommes. Ces chaperons fourrés, clercs, bureaucrates et bourgeois, doivent payer pour éviter le pillage. » Je vais vous parler du siège de Mantes. Ainsi fait, on marche vers Rollebloise et on commence le siège du château. Le maréchal Boucicaut apporte un message du régent à du Guesclin lui ordonnant de cesser le siège de Rollebloise et d'aller immédiatement occuper Mantes et Melun. Les troupes navarraises remontant vers le nord veulent récupérer les fiefs de Charles le Mauvais, confisqués par Charles le Régent pour conspiration contre le roi. À leur tête marche Jean de Grailly, le captal de Bouche, très expérimenté chef de guerre. Mantes est aux prises des Navarrais. Du Guesclin décide d'utiliser la même ruse que la prise du château de Fougeray, dont je vous ai déjà parlé. Une dizaine de Bretons, cachant leurs armes sous de longs manteaux, s'approchent du pont-levis. Les gardes l'abaissent et font introduire un chariot. À ce moment, ils sortent leur épée et bondissent. Ils tuent les sentinelles et du Guesclin crie « Saint-Yves, Guesclin, à la mort tout Navarrais !» Avec des centaines d'hommes, ils pénètrent dans la garnison. Ils tuent les soldats et les mettent en fuite. Puis, ils s'emparent de la forteresse. N'ayant pas reçu la solde du régent, du Guesclin laisse ses hommes piller et tuer les bourgeois amis des Navarrais. Il faut quand même savoir que du Guesclin défend les paysans, mais il hait les bourgeois. Maintenant, parlons du siège de Melun. Le cas de Mantes est réglé. Il laisse la garde de la ville à deux de ses fidèles, Hugues de Châlons et Yvonne Charuel. Maintenant, il reste celui de Melun. Mais la ruse n'est plus possible. Les bourgeois ont été prévenus du siège de Mantes. Il faut donner l'assaut. Mais la ville tient bon. Du Guesclin attaque par les deux rives de la Seine. Impossible de prendre les remparts. Les villageois se réfugient dans le château. Du Guesclin hurlant « Montjoie, Saint-Yves, Guesclin en avant », ces hommes envahissent la ville, ils la pillent, tuent les bourgeois et amis des Navarrais. Mais le château résiste, mais surtout le donjon. Il est construit avec des murs très épais et hauts de 30 mètres. Il est imprenable par les échelles. Du Guesclin décide d'utiliser la sape pour ébranler les fondations. Il creuse des galeries sans être vu des assiégés.
Tout est prêt. Les sapeurs le préviennent. Seigneur, quand vous voudrez, nous pourrons faire sauter cette tour. Eh bien voilà qui me fait plaisir. Puisque ceux dedans ne veulent obéir, il est normal qu'on fasse mourir ces gens. Le feu est mis, le plafond de la galerie cède, la moitié de la tour s'effondre. Beaucoup morts dans les décombres, le reste des assiégés est fait prisonnier. Ils seront envoyés à Paris où ils seront exécutés. Désormais, le sud de la vallée est à peu près dégagé. Charles le Régent a assisté à la scène. Mais le danger vient maintenant de Vernon. Le dauphin emmène Bertrand du Guesclin dans son château du Goulet. Arrivé sur place, il apprend que son père est mort le 8 août 1364 à Londres. À 27 ans, Charles le Dauphin devient roi de France sous le nom de Charles V. Maintenant, le destin de Bertrand est lié au roi. Ils seront inséparables jusqu'à la mort de du Guesclin en juillet 1380. Charles V mourra 6 mois plus tard. L'histoire les a, à juste titre, faisant d'eux l'un des couples célèbres à l'instar de Dagobert Saint-Éloi, Henri IV et Sully ou Louis XIII et Richelieu.